Les choses sont allées très vite ce 1er novembre. La constitution béninoise du 11 décembre 1990 a connu de modifications. Ceci fait suite au dialogue politique initié par le chef de l'État les 10, 11 et 12 octobre dernier au Palais des Congrès à Cotonou. La rencontre au Palais de la République avec le président de l'institution parlementaire et les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, puis la mise en place du comité d'experts ayant eu la charge de reformuler les recommandations issues du dialogue politique et qui a rendu public, a rendu le fruit de son travail au chef de l'État, ce comité d'experts bien entendu. Et pour boucler la boucle, les députés de la 8e législature, après une procédure d'urgence demandée par une dizaine d'entre eux, ont fini par modifier cette loi fondamentale de la République du Bénin. Après 29 ans d'application, cette constitution a connu à la faveur de cette modification 49 articles qui ont donc été modifiés par la 8e législature. La nouvelle constitution du Bénin attend l'aval de la Cour constitutionnelle puis la promulgation par le chef de l'État pour être applicable. Et sur ce plateau ce soir, pour le débat, nous avons 3 débatteurs. D'abord, Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice Avala. Bonsoir à tous. Également sur ce plateau, Saturne Diassou, bonsoir. Bonsoir Patrice Avala, bonsoir aux auditrices, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Un invité parmi nous, Franck Oké, juriste, vous êtes. Bonsoir. Bonsoir, M. Avala. Quelle appréciation, la première question s'adresse à vous, M. Franck Oké. Quelle appréciation faites-vous de cet acte posé par les députés de la 8e législature de notre Parlement ce 1er novembre au petit matin? Oui, je vous remercie. Je voudrais d'entame dire que la révision constitutionnelle fait partie des prérogatives du Parlement béninois qui sont inscrites justement dans le titre 11 de notre Constitution, à savoir les articles 154 et suivants. À partir de ce moment, je ne trouve pas forcément de raison, de tort à la représentation nationale de bien vouloir, de devoir corriger quelques imperfections qu'elle estime qui se trouvent au niveau de notre loi fondamentale. Je pense que cette question était déjà d'actualité depuis quelques années. Elle faisait même partie des objectifs ou des promesses de campagne du chef de l'État, le président Patrice Talon. C'est vrai que 2 tentatives déjà de révision constitutionnelle ont été faites qui n'ont pas abouti à la faveur de la nouvelle configuration du Parlement, une configuration particulièrement insolite, 83 députés, tous appartenant à la même ligne du chef de l'État. Je crois qu'il n'y avait pas de difficulté à ce niveau pour obtenir les majorités qualifiées requises, à savoir les 3/4 pour la prise en compte ou en considération du projet ou de la proposition et les 4/5 qui devraient quand même permettre à la représentation nationale d'adopter la révision par voie parlementaire. Quant à la procédure ayant abouti à la révision de la Constitution et aux dispositions qui ont été revues, je crois que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus dans la suite de notre débat. Ce qui est clair, il y a des observations techniques et des observations purement politiques que nous aurons à faire si le temps nous permet. Déjà que moi j'ai des appréhensions fortes par rapport à la procédure d'urgence qui a été demandée par 10 députés. Je crois que à ce niveau, il y a eu un mépris des 10 parlementaires, des initiateurs de la loi, une violation, je le dis clairement comme ça, une mauvaise lecture du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 78, parce que j'ai entendu dire que c'est sur le fondement de l'article 78 de la loi 90-032 du 11 décembre 1990 que la procédure d'urgence a été enclenchée. Je voudrais rappeler à l'opinion que cette disposition qui a été sollicitée par les 10 parlementaires n'est pas prévue en temps normal pour mettre en œuvre une proposition de révision constitutionnelle. Lorsque vous lisez avec beaucoup plus d'attention le règlement intérieur de l'institution, de la haute institution, vous devez remarquer que
le titre, l'article 78 qui a été sollicité est inscrit dans une section bien précise, dans un titre bien précis. C'est le titre 3 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui traite de la procédure législative de façon générale et la section numéro 1 qui traite de la procédure législative ordinaire. La loi constitutionnelle n'étant pas une loi ordinaire, je ne comprends pas comment les députés, du point de vue technique, du point de vue juridique, ont estimé qu'ils étaient fondés sur la base de l'article 78 à enclencher une procédure d'urgence. Et quand vous lisez cette disposition de l'article 78 qui habilite 10 députés ou le gouvernement, il est expressément annoncé les 3 cas de figure à travers lesquels la représentation nationale ou le gouvernement peuvent enclencher une procédure d'urgence. Il s'agit de l'initiative d'une loi, de l'initiative d'un projet de loi, d'une proposition de loi ou d'une proposition de résolution. Il n'a pas été cité puisque c'est une énumération qui a été faite au niveau de l'article 78. Il n'a jamais été précisé dans ce cadre que la loi constitutionnelle pouvait figurer dans les différentes formes de normes susceptibles d'être proposées en procédure d'urgence pour être étudiées. Et quand vous voyez un peu la célérité avec laquelle tout cela s'est passé, on a fort à parier que quelque chose de pas clair a dû se faire. Je n'accuse pas forcément, mais je crois que pour ouvrir une révision de la Constitution dite de tous les records, de tous les bons records, j'allais préciser, 3 décennies de pratique constitutionnelle, je pense que pour ouvrir un tel chantier, il est quand même important, il serait quand même intéressant de ne pas se précipiter et de ne pas se lancer dans une procédure d'urgence. Ma position de citoyen est de savoir qu'est-ce qui était aussi urgent pour qu'on puisse solliciter de cette manière une telle procédure. Je vous dis, en fait, l'esprit de l'article 78 était l'esprit de l'article 78, le législateur vous le dira, l'esprit de l'article 78 est de procéder de façon plus accélérée lorsque des projets de loi, c'est-à-dire des initiatives d'émanation gouvernementale ou des propositions de loi, des initiatives d'émanation parlementaire doivent être rapidement introduits en étude pour permettre de sortir d'une situation ou de régler une situation précise, sociale précise. On peut solliciter et la commission habilité à étudier apprécie quant au fond l'urgence. Je ne sais pas si effectivement il y avait urgence d'éventrer la constitution de tous les records en un si laps de temps et d'y introduire 49 articles. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'opportunité d'une telle chantier. Monsieur Franck, est-ce que cette action menée par la 8e législature ne pourrait pas être justifiée par le fait de la recherche de la paix après les législatives du 28 avril dernier? C'est le prétexte. C'est l'argument qui a été avancé. Je dis que c'est intéressant de bien vouloir négocier la paix, de bien vouloir rechercher la paix. C'est vrai qu'il y a eu un dialogue qui a précédé ce déclenchement de la procédure. Quand j'ai suivi le chef de l'État, le président Patrice Talon, dans son discours qui inaugurait les travaux du dialogue national ou du dialogue politique, il était quand même précis. Il était question de relier les dispositions législatives qui avaient provoqué les troubles post-électoraux d'avril et de mai 2019, à savoir le code électoral et la charte des partis politiques. Grande a été ma surprise et la surprise de beaucoup de nos concitoyens de voir que ces 2 dispositions législatives n'étaient pas l'urgence du Parlement et en revanche que l'urgence était ailleurs. Je n'ai pas compris quel a été les mobiles de cette option qui envoyait nos parlementaires plutôt vers la loi 90-032 qui porte constitution en République du Bénin que de l'envoyer de l'autre côté. Au niveau de votre introduction, je vous ai entendu dire que
on attend la Cour constitutionnelle. C'est une question de doctrine. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si la Cour constitutionnelle est habilitée. Je ne sais pas si la Cour constitutionnelle est habilitée à se prononcer sur une loi constitutionnelle votée et adoptée par les députés si les questions de procédure ont été respectées et si la jurisprudence de la Cour elle-même a été respectée. Je ne sais pas selon quelle constitution la Cour aura à comparer le nouveau texte. C'est une question de doctrine. Je ne vais pas me lancer dans cette polémique de théorie au niveau de la justice constitutionnelle. Alphonse Moïse Soudé, le pas est désormais franchi. Non, pour moi, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Vous y attendiez? J'avais déjà dit sur ce plateau qu'avant d'aller pour le dialogue politique, on avait déjà le test définitif. On ne se moque pas du peuple. On avait dit, parce qu'on a fini le dialogue politique le 12. On a révisé la Constitution le 31 octobre. Pratiquement 2 semaines. Pratiquement 2 semaines. Est-ce qu'on a eu... Vous allez me dire que les députés ont eu le temps de mener des débats sur chacun des articles, les 49 articles. Non, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on savait là où on allait et on s'est servi du dialogue politique pour avoir une caution. Mais cela dit, le travail a été déjà fait. N'allons pas pleurer sur le lait renversé, mais il faut tenir compte de certain nombre d'observations. Notre invité a rappelé tout à l'heure l'article 78. Moi, c'est sur ce terrain-là que j'attends la Cour constitutionnelle. Qu'on nous dise si réellement l'Assemblée nationale est fondée à partir de l'article 78 pour faire ce travail-là. Parce que nous sommes sur un terrain juridique et dans la loi, le détail est très précis. On a dit les cas dans lesquels il faut recourir à une procédure d'urgence. Moi, j'ai aimé déjà le débat ce matin avec certaines personnes. Moi, j'attends la Cour là. Il faut d'abord valider ce premier pas avant de venir au document lui-même. Sinon, bon, tout ce qui a été introduit dans le document, c'est des informations que nous avions déjà. Mais on se disait, vont-ils le faire? Comment? Moi, ce qui m'a un peu surpris, la révision de la Constitution, ce n'est pas la ratification d'un accord. Hein. Ce n'est pas la ratification d'un accord où on peut aller très vite. C'est d'abord un travail scientifique. Il faut bien analyser. Les 83 députés devraient aller article par article. Parce que je vous disais ici, la dernière fois, que si on touche à l'article XY, on peut nous dire pour que XY soit est de valeur, il faut toucher à l'article Z. Et ça n'a pas raté. Est-ce qu'on va me dire en une journée qu'on a pu faire ce travail scientifique-là? Alors là, que les juristes montent au créneau pour nous dire on peut réviser une constitution en une journée. Si entre-temps le test n'existait pas. Mais bon, la plupart des Béninois, j'ai remarqué que dans la plupart des forats, personne n'en parle. Parce que c'est un non-événement, on s'y attendait, c'est arrivé. Bon, voilà ce que je peux dire. Mais j'attends que la Cour me dise que la procédure a été respectée. Moi, je ne suis pas juriste, mais les juristes, beaucoup de juristes ont évoqué cet article 78 du règlement intérieur. Est-ce que les députés, ils l'ont lu et qu'ils ont fermé les yeux là-dessus parce que l'objectif était clair, c'est d'aller vite? Moi, je dis, pour moi, il n'y a pas urgence. Nous sommes devenus des batraciens à Cotonou. Dans tout le Bénin, nous sommes devenus des batraciens. C'est là où il y a urgence pour vous. Ça, c'est urgence. Nos jeunes frères, ça ne passe pas forcément par l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale a la possibilité d'interpeller le gouvernement sur les mesures prises pour régler ça. Dans certaines écoles, on n'a pas encore commencé les cours. C'est ça, là, moi, une urgence. La révision de la Constitution intéresse combien de Béninois? Ce n'est pas seulement les hommes politiques qui vont en tirer profit. C'est ça pour moi ce qu'on appelle l'urgence. On a laissé l'urgence, on s'est trouvé une autre urgence. Bon, basta, ça a été voté, on va continuer. Satoune Diossou, des voix se lèvent déjà pour dire à haute voix donc que ce qui avait été dit au dialogue politique les 10, 11 et 12 octobre dernier, ce n'est pas ça qu'on a observé ce 1er novembre. Non, avant d'en venir, vous me permettrez d'opiner sur cet aspect selon lequel la Cour constitutionnelle est attendue sur la régularité de l'opération qui a été menée hier au Parlement. Je ne voudrais pas que les Béninois fondent leur espoir sur une autre décision de la Cour constitutionnelle qui va débouter la procédure suivie par les députés. Juste un rappel. Joseph Yogbenou, ministre de la Justice, février-mars 2017, était celui qui est venu devant les médias défendre le projet de révision de la Constitution qui serait introduit au Parlement. Rappelez-vous à l'époque
qu'il a demandé que ce soit étudié en procédure d'urgence. Février-mars 2017. Joseph Diogbenou, à l'époque, ministre de la Justice. Aujourd'hui, il est président de la Cour constitutionnelle. Et l'Assemblée nationale a étudié, a révisé la constitution de notre pays en procédure d'urgence. Lui qui était aux manœuvres en février-mars 2017, c'est lui qui va maintenant apprécier le travail qui a été fait. Je ne m'attends pas, et là du tout pas, à ce que Joseph Diogbenou vienne dire que, on réduit parfois la Cour à lui seul, qu'il nous en excuse, que la Cour constitutionnelle nous dise aujourd'hui que le fait d'avoir révisé la Constitution du Bénin en procédure d'urgence est contre la Constitution du Bénin. Vous pensez qu'il y a eu des consultations juridiques avant que le Parlement ne parvienne à cette... Je ne voudrais pas être affirmatif sur des choses que je n'ai pas vécues. Je voudrais juste attirer votre attention sur le déroulement des faits. Quand on a dit dialogue politique et quand on a voulu ouvrir le dialogue politique, on a ouvert le dialogue politique en présence des présidents d'institutions de la République. On les a associés à l'initiative. À la fin, le président de la République est allé recevoir, a reçu par la suite les présidents de groupes parlementaires, les présidents de commission, au palais de la Marina, a reçu le rapport du comité d'experts qu'il a transmis aussitôt aux députés à l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas croire qu'il n'y a pas une certaine intelligence entre nos institutions de la République. Même en écoutant les députés hier, certains parmi eux ont salué l'accompagnement des institutions, la bravoure des institutions de la République qui ont cru devoir se mettre dans cette logique pour que nous ayons ce résultat-là. Donc, si les Béninois s'attendent à ce que la Cour constitutionnelle dise autre chose, peut-être on dira au théâtre, coup de théâtre. Moi, je m'attends à ce coup de théâtre qui peut-être va me surprendre. Mais je le dis aussi que la révision de la Constitution, hier ou au petit matin d'aujourd'hui, ne m'a pas surpris, moi. Pourquoi aurait-on tout fait pour qu'il y ait une Assemblée nationale de cet acabit-là, si à la fin, il n'y a pas ce projet qui passe? Rappelez-vous que quand le projet de révision de la Constitution a échoué une première fois, une deuxième fois, le président de la République a dit qu'il va attendre le moment favorable pour revenir là-dessus. Et dès cet instant-là, tous les pions ont commencé à être mis en place, étape après étape. Joseph Diogbenou, président de la Cour constitutionnelle, proposé par le Parlement, lui qui était au gouvernement. Et puis on a assisté à une convergence de mesures qui nous ont amenés là. Moi, depuis que les dernières législatives ont été validées par la Cour constitutionnelle, la conséquence ou la raison d'être de cette législative, personne ne devrait s'y méprendre, c'est la révision de la Constitution. Je peux vous dire, à l'étape actuelle, que la 8e législature a fini, a accompli la mission fondamentale qui a motivé son essence, sa nature même, elle vient de la boucler. Le reste, ça va continuer, parfait truc. Pour en venir à la question que vous m'aviez posée, à savoir que beaucoup dénoncent, mais il fallait aussi. Nous sommes dans la stratégie politique pour les analyses que moi j'avais eu à faire. Même pour les experts? Les experts nous diront ce qu'il en sera. Je ne voudrais pas trahir certains secrets. Je laisse les FM mener les démarches pour nous permettre d'avoir des experts, pourquoi pas, dans toutes les prochaines, j'allais dire. Rappelez-vous, j'ai dit l'attention sur des faits. Le président de la République qui, après les événements du 28 avril dernier, et tout ça, a pris la parole, nous a dit qu'il va appeler à des échanges francs. Et puis, du coup, ça va se tenir quand? Ces échanges vont se tenir quand? On n'avait pas une date. Il était bloqué. Parce qu'au vu de la communauté internationale qui était vent debout contre ce qui s'est passé au Bénin et tout ce qui va avec, il faut dialoguer. Et le dialogue ne peut se faire sans des partis de l'opposition. La stratégie, c'était quoi? Force Kori, point Bénin émergent. Il fallait avoir ce parti qui n'est pas des moindres dans l'opposition. On connaît la position de Yahi. Vlan, vous avez vu Paul Ronkbert, Théophile Yarou, ici, Amadou. Allez remplir les conditions dites illégales demandées par le ministère de l'Intérieur, par le gouvernement, pour avoir un récépissé. Et vous allez remarquer que juste après l'obtention de ce récépissé, le gouvernement a annoncé un calendrier qui n'a pas bégayé jusqu'ici. Dialogue politique, 10, 11, 12. Juste après, un comité d'experts a été mis en place. Le comité d'experts, tout ça, c'est semaine après semaine. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas eu de temps mort. Et puis un rapport a été transmis, le rapport a été envoyé, a été remis donc dans les conditions que vous connaissez
paf, les députés se sont mis là-dessus. Comme demandé par le comité d'experts. Tout ce qui s'est passé pour moi, des gens se sont associés pour servir de faire valoir à ce qui se passera par la suite. On ne dira pas la preuve à l'Assemblée nationale, on dit dialogue politique. C'est le dialogue politique qui a. Tout ça, nous sommes en politique, il faut faire ces analyses. En tout cas, moi, rien ne m'a surpris et je pense que rien ne me surprendra. Pas de surprise, donc, M. Franck Ok. La Constitution du 11 décembre 1990 a prévu les conditions de sa modification, tout au moins l'unanimité. Est-ce qu'on l'a eu aujourd'hui pour arriver à ce stade? Il y a, disons, techniquement, il y a deux conditions fondamentales qui sont requises. Les conditions purement constitutionnelles inscrites dans les articles 154, 155 et 156 de la Constitution du 11 décembre 1990, à savoir l'initiative de la procédure qui se fait de façon concurrente entre le chef de l'État et les membres de l'Assemblée nationale. Je pense, de mon point de vue, que l'initiative, la procédure, a priori de l'initiative, hormis la voie d'urgence qui vicie cette procédure, je crois que objectivement, l'initiative a été faite dans les conditions normales, hormis cette procédure qui la vicie. Deuxième aspect, les conditions de majorité ont été réunies, à savoir les 3 quarts pour la prise en considération du projet, de la proposition, et les 4/5 pour son adoption de façon par voie parlementaire. On ne devrait pas être surpris au regard de la configuration insolite de notre Parlement. Vous savez, quelqu'un disait quelque part que nous sommes le seul peuple au monde où le Parlement, peut-être à part la Chine, où le Parlement est à 100% affilié à l'exécutif. Donc on ne peut pas être surpris des majorités qualifiées qui ont été réunies à ce niveau. Ce qui, nous autres, nous dérange au niveau de cette procédure, c'est le fond. C'est l'ensemble des éléments incorporés à cette constitution, à cette loi fondamentale. Vous savez, la constitution, c'est quoi? La constitution, c'est l'ensemble des règles importantes. Au point de vue matériel, la constitution s'entend comme l'ensemble des règles les plus importantes de la République. Celles qui, dans un premier temps, déterminent la forme de l'État, l'organisation du pouvoir, la dévolution du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Donc c'est des règles générales. C'est, comme le disait quelqu'un, c'est le gyrophare de la société, la Constitution. Et dans la Constitution, on ne met pas tout. On ne met pas tout. Si vous voulez, je peux commencer par vous dire des dispositions que nous avons récupérées ça et là, parce que jusqu'à présent, personne ne peut nous dire de façon objective la mouture de cette proposition et la forme définitive qui a été adoptée. Moi, j'ai suivi hier des amendements. Des amendements sur la Constitution, une banalisation de la procédure, des amendements. Vous savez, la Constitution doit être le texte le plus solide, le plus équilibré possible. C'est le temple sacré des normes, la Constitution. C'est le temple sacré des normes. C'est la Constitution qui irrigue tout le système juridique national. C'est la Constitution, tout part de la Constitution. J'ai entendu des gens amender la Constitution à tout va. On avait l'impression qu'il s'agissait d'une assemblée générale, d'une association de développement de quartier ou de village. C'est l'impression que ça donnait. Qui étudiait son statut. Qui étudiait ses statuts et règlements intérieurs. Je n'en rigole pas parce que, normalement, comme le dit Monsieur Soudé, la Constitution, on devrait respecter un équilibre au niveau de tous les articles, de sorte à éviter toutes les éventualités, toutes les antinomies possibles. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui est sorti. Vous savez, je vais vous dire, j'ai fait le débat quelque part aujourd'hui. On a constitutionnalisé quoi? On a constitutionnalisé le calendrier électoral. Le calendrier électoral, jusqu'en 2026, a été constitutionnalisé. C'est inédit, c'est insolite. Le calendrier électoral au Bénin fait partie de la Constitution. Ça veut dire que si vous ne respectez pas... Et cela vient des experts. Je ne sais pas de qui cela vient de mon Parlement. C'est mon Parlement. Les experts ne sont pas responsables devant le peuple. Même si les parlementaires ont été élus, au mieux des cas, à 25%, attendez, c'est les parlementaires qui ont constitutionnalisé
le calendrier électoral du Bénin d'aujourd'hui à 2026. Ça veut dire, attendez, juridiquement, je vais vous dire ce que cela donne. En 2026, on aura une kyrielle de dispositions qui seront dans le corpus constitutionnel, mais qui seront obsolètes, désuètes et caduques, qui n'auront aucun sens. Aucun sens. Ce qu'on aurait pu appeler mesure transitoire. Quelque part, dans une loi transitoire, dans une loi ordinaire, on la constitutionnalise. Et la conséquence, ce serait quoi? La conséquence, ce serait que le 6 avril 2006, au terme de tout le... 2026, autant pour moi, au terme de tout le processus électoral et au terme des élections générales de 2026, ce serait qu'une kyrielle de dispositions vont figurer dans notre constitution et qui ne seront pas applicables. Alors, on aurait pu faire autrement. Mais c'est ce qu'on dit ici. On aurait pu avoir des dispositions transitoires. Je ne sais pas quel amateurisme a pu permettre de constitutionnaliser le calendrier électoral, les dispositions calendrier. Qu'est-ce qu'on dira aux apprenants? Les dispositions calendrier. On ne peut pas accepter ça. C'est pas possible, on ne peut pas accepter les dispositions calendrier. Au nombre de ce qu'on appelle l'innovation franco-quai, c'est le président de la République qui sera élu en duo avec le vice-président de la République. C'est la première fois que j'apprends au niveau des besoins de correction de notre organisation constitutionnelle, de notre organisation juridique, le besoin d'avoir un vice-président. Et ce que vous ne savez pas, j'ai lu 2 tests contradictoires, parce que personne n'a le test. Il y a un député, un des initiateurs, qui a dit aujourd'hui que, tout fièrement, que 70% des Béninois ne connaissent pas encore ce qui a été mis, ce à quoi ressemble le test. Qu'il a dit... Référence faite au résultat du scrutin législatif? Non, un député qui dit aujourd'hui que 70% des concitoyens béninois ne sont pas au courant de ce qui a été adopté, de ce qui est voté. Jusqu'à présent, personne n'a la mouture du document. Que ce soit la proposition, que ce soit le document adopté hier, amendé entre autres, personne n'a le document. Ce qui ne se faisait d'ailleurs pas au niveau des lois ordinaires et des lois organiques. Il y a une célérité dans le partage de certains documents. Il y a quand même une machine à nous faire connaître tout de suite ce qui est produit par le gouvernement, par l'Assemblée. Aujourd'hui, on vient de voter, depuis 24 heures, on vient de nous voter une constitution, la loi des lois, la norme suprême, et nous ne pouvons que spéculer. Nous ne pouvons que spéculer sur ce à quoi, conjecturer sur ce à quoi ressemble notre constitution. Le poste de vice-président, admettons que ce qui a été répété un peu partout est vrai. Si on arrivait à promulguer cette loi, on est dans un cas de figure où de 2019 à 2021, l'intérimaire constitutionnel du chef de l'État, à savoir le président de l'Assemblée nationale, au terme au regard de la Constitution de 1990, l'intérimaire constitutionnel du chef de l'État s'efface au profit du vice-président. De 2019 à 2021, nous n'avons pas un vice-président. Sous quel régime juridique organisera-t-on la vacance du pouvoir si éventuellement, je touche du bois, rien n'arrivera au président Patrice Talon. Mais si éventuellement en 2019 et 2021, on avait à gérer une vacance de pouvoir, sous quel régime juridique? Est-ce que la Cour nous dira, bon, je vous renvoie vers la Constitution du 11 décembre, vers la loi 90-032, allez fouiller un peu, sortez-moi 3 à 4 articles, venez recoller ici, ou on peut faire autrement. À la 2019-40. Aujourd'hui, j'ai lu ailleurs, quelqu'un me faisait comprendre ailleurs que il a été prévu qu'entre 2019 et 2021, le président de l'Assemblée nationale, de façon transitoire, ne perd pas ses prérogatives d'intérimaire constitutionnel. Mais ce qu'on ne nous dit pas, on ne nous dit pas si le président de l'Assemblée nationale organise les élections à mi-temps ou bien s'il les organise ou s'il devient l'intérimaire jusqu'au terme du mandat. Et on raconte tout et son contraire. Aujourd'hui, notre constitution ressemble à un discours. Notre constitution ressemble à un discours où tout ce qui a été pensé est consigné. Ce n'est pas le rôle d'une constitution.
La Constitution a une vocation à donner des orientations générales. La Constitution est supposée être une norme. Son caractère normatif doit être respecté. Madame Nyamou disait par rapport à l'autre Constitution que la Constitution bavarde. Ici, notre Constitution ne bavarde pas. Elle piaille. Elle piaille. C'est pas normal. On ne peut pas accepter ça. Les Béninois, actuel, ça ne résout pas les problèmes que connaît le Bénin. La Constitution n'a jamais résolu un problème. Et pourquoi doit-on passer par là pour résoudre la crise D'abord, c'est pas par la Constitution qu'on règle la crise électorale. L'objectif c'était cela. Ceux qui ont provoqué la crise électorale se connaissent. Notre Constitution, qui sont en train d'abroger, ou les dispositions qui sont en train de revoir, le préambule de notre Constitution est ferme. Le peuple béninois affirme sa volonté de créer un État de droit et de démocratie pluraliste. La démocratie pluraliste implique un certain nombre de règles. La concurrence, la diversité des opinions, la diversité des idées. Aujourd'hui, nous avons 83 députés affiliés au chef de l'État. Ayons le courage de le dire. Les populations ont contesté. On connaît le sort. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Donc, ne nous dites pas que nous sommes dans un cas de figure d'ailleurs prévu par la Constitution. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec une configuration qui n'a jamais été pensée par le constituant originaire de 1990. 100% des députés alignés quelque part. Est-ce que c'est inspiré d'une autre constitution? Ce n'est même pas inspiré d'une autre constitution. C'est inspiré d'une digression qui ne dit pas son nom. Ayons le courage de nos mots. Ce qui s'est passé en avril 2019 ne ressemble en rien à ce qui est prévu dans la Constitution. Et ceux qui ont fait de la Constitution ou de la révision constitutionnelle leur cheval de bataille, dites-nous, ce n'est pas des champions en respect de la Constitution. Ce ne sont pas des champions. Nous avons vu le chef de l'État violer officiellement les dispositions de la Constitution en se refusant de nommer un juge constitutionnel démissionnaire dans les conditions prévues par les textes, par la loi organique sur la Cour constitutionnelle, par la Cour constitutionnelle, par la Constitution elle-même et par le règlement intérieur de la Cour. Il faut qu'ils commencent par nous donner les leçons de bonne conduite, ceux qui ont la charge de nous gouverner. Ils ont le courage de le dire. Ils vont pas nous écraser tous. Aujourd'hui, les Béninois ont peur. Les Béninois ont peur pourquoi? Parce qu'on nous vend la peur. Parce qu'on nous vend la peur. En tout cas, Alphonse Moïse Soudé. Écoutez, c'est clair. Moi, devant l'histoire, l'invité l'a rappelé, devant l'histoire, le chef de l'État, il n'est pas responsable de la révision. Qu'on appelle les députés, ils sont 83. Et je tiens à ça. Même les plus calés en droit, ne peuvent pas prendre 24 heures pour étudier une constitution. Je les défie. Et je suis convaincu qu'il a prendre connaissance de 49 articles. Non, écoutez, quand vous allez commencer, vous commencez par le préambule. Vous lisez article par article, ne sautez pas les articles. Parce que c'est une logique. Vous lisez le préambule, vous lisez titre par titre, article par article, jusqu'à la fin. Mais je suis convaincu, si vous voulez, nous allons faire l'exercice. Nous allons faire un micro-total 83 députés. Ils ne connaissent pas. Je les mets au défi. Je les mets au défi. Il y a des gens qui ne peuvent pas me dire le travail qui a été fait. Je les mets au défi. Non, c'est pas possible. On a beau être les calés en droit en 24 heures. En 24 heures, on ne peut pas. On ne peut pas étudier. Ce n'est pas, j'ai dit que ce n'est pas accord de ratification. Ce n'est pas accord de ratification. Nous sommes là, nous sommes en matière de droit. Nous sommes en matière de droit. Et déjà, on a parlé de poste de vice-président. Moi, j'ai lu, on dit qu'il n'est pas membre du gouvernement. Si quelqu'un est appelé à remplacer le chef de l'État, il n'assiste pas au Conseil des ministres, il n'est pas membre du gouvernement. Quand il va prendre la relève, qu'est-ce qu'il va gérer? Il va gérer quoi? Il faut être proche de l'État. Est-ce que l'ancienne constitution ne réglait pas cette problème? Moi, je dis, je vous donne, j'ai lu un peu là qu'on a dit, pendant la campagne qu'il faut, le gouvernement ne doit plus nommer le président de la HAC. Mais non seulement on n'a pas enlevé ça, mais on a doublé le mandat. Il y a plusieurs dispositions qu'on a mises dans la Constitution. Le président de la République continue de nommer le président de la Cour au suprême, par exemple. Moi, j'estime que pour moi, rien n'est urgent. Pour réviser une Constitution et pour qu'il n'y ait pas de polémique autour, on devait aller étape par étape. C'est un travail purement scientifique. Puisqu'on a adopté la procédure d'urgence, il faut aller Non, vite. c'est un travail scientifique qui va marquer l'histoire de notre pays. Déjà, on est en train de trouver des failles. Ça veut dire que dès qu'on va trouver des failles
Va-t-on faire des dispositions transitoires? Qu'est-ce qui urge si tant? La prochaine élection présidentielle, c'est pour 2021. Mais il y a 2020 qui est là. Ça change quoi? Ce n'est pas en révisant la Constitution qu'on va finir de régler la crise électorale. Mais il faut penser les plaies de cette élection. Et vous êtes convaincu qu'en l'État, après avoir révisé la Constitution de cette façon-là, on a pensé les plaies? Non. On peut interdire aux gens de parler, on peut interdire aux gens de commenter. Mais le temps est le père de la vérité. Saturnin Diasso. Moi, je dirais, quand je laisse de côté la forme et que je vais dans le fond, qu'il y a eu des avancées qui sont autour desquelles on communique depuis hier. La limitation du nombre de mandats au niveau du Parlement. Du nombre de mandats des députés à 3. La suppression de la peine de mort. On a renforcé le nombre de mandats à la tête de notre pays. Il n'y a plus question de dire nouvelle république, quelque chose qui se passe. Nul ne doit être président de la République plus de 2 fois. Dans sa vie. Dans sa vie, les députés en sont fiers. Le poste de vice-présidence, je crois, c'est le remède qu'avaient recommandé les experts pour que la disposition selon laquelle il faudrait qu'on ait des élections générales ne bégaye jamais. Parce que quand il y a vacance de pouvoir, le président de la République devient l'intérimaire constitutionnel. Il a l'obligation d'organiser l'élection présidentielle dans un délai donné. Et si ce n'était pas en période d'élection générale, c'est qu'il n'y a rien à faire, on doit y aller. Il y a le système de parrainage également. De parrainage, non, disons-nous les choses. Hein. Il y a certaines choses qui ont été faites en 90 pour écarter Mathieu Kérékou. Cette fois-ci, on a eu à mettre des dispositions en place, je ne dirais pas pour écarter quelqu'un, mais pour contrôler celui qui viendra en 2021. Ou bien pour contrôler l'opposition. Sur 50 ans, hein? Non, tout au moins déjà pour 2021, on sait que le parrainage entre en vigueur. Là, l'élection présidentielle la plus immédiate, c'est donc... Je vais poser la question tout à l'heure à Franck Coquet. 2021, dans quelques secondes. Mais moi, je relève les insuffisances de ces avancées-là, parlant du poste de vice-présidence. Voilà un vice-président. Oui, on a voté pour lui. On a voté pour le président et pour lui parce qu'on a dit que c'est la notion de ticket. Donc il vient avec le président. Cela veut dire que le président ne l'a pas désigné lui, vice-président. C'est nous qui avons voté pour lui parce qu'on a voté pour le président. Mais lui, vice-président, s'il devenait président, on lui laisse l'opportunité de désigner. C'est ce que j'ai entendu hier au Parlement. Oui, et le président de la République peut solliciter de l'Assemblée nationale sa destitution. Là, c'est encore un cas de faute lourde. Un autre niveau d'insuffisance. Ce que le président de la République que nous avons élu n'a pas pu faire, lui, vice-président, s'il devenait président, il va le faire. Lui, il va désigner. Donc, le peuple béninois peut se retrouver au cas où ce vice-président désigné deviendrait président, à être dirigé par quelqu'un qui n'a pas été élu. On sera dirigé par quelqu'un qui n'a pas été élu. Il y a des conditions qui sont prévues à un autre article. Mais, bon, on en parlera plus amplement parce que là, nous allons vers la fin. Oui. Pour un second niveau, je crois, vous l'avez évoqué. Destitution du vice-président, quand le président le voudra. Le président va saisir l'Assemblée nationale qui va voter pour la destitution du vice-président. Si en temps, moi, vice-président, j'avais un contrôle... Pour faute lourde. Si en temps, moi, vice-président, j'avais eu un contrôle, il y avait une majorité au Parlement et la majorité s'opposait à la destitution demandée par le président de la République. On assistera à quoi au sommet de l'État? La vie continue. À quoi au sommet de l'État? Le président sera obligé de garder le vice-président dont il a demandé la destitution et qui n'a pas pu... Donc on aurait pu mettre la destitution ou bien la démission du président de la République. Bon, on aurait pu prendre le temps de faire les choses comme il se doit et je pense qu'on offrira aux Béninois une constitution... de rêve, plus de rêve. Très rapidement, Franck Coquet, le système de parrainage avec cette assemblée et les communes que nous avons aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait avoir d'autres candidats qui sortent d'autres partis politiques? Je crois que le parrainage et le certificat de conformité sont des cousins. Oui, c'est de bons cousins. C'est de bons cousins et ils ont le même destin. Ils ont comme destin de faire ce qui a été fait en 2019. Heureusement qu'il n'a pas été demandé que ce soit exclusivement les parlementaires qui cautionnent, qui parrainent, parce que là... Dans nos communes aujourd'hui, on sait ce qui se passe également. On verra ce que 2021 nous réserve, parce que entre-temps, les différentes chapelles politiques ont la possibilité d'aller aux élections municipales en 2020. Et si quelqu'un pense qu'il a des ambitions purement présidentielles, il est obligé de se faire... Oui, de prendre part 2020, de se faire élire ses propres parlements. Vous savez, j'en aurais fini avant de... Vous savez, les premières difficultés que nous avions, c'était par rapport au code électoral. Et quelqu'un le disait ici, les députés, M. Soudé l'a répété plusieurs fois, les députés n'ont pas cette capacité, cette machine pour étudier en 24 heures, en procédure d'urgence, autant de dispositions et autres.
peut-être qu'il estimerait que les dispositions étaient déjà prévues ailleurs. Vous savez, une fois j'ai entendu les députés sur le 242, sur l'article 242, saisir la Cour constitutionnelle et lui demander de leur expliquer ce qu'ils ont eux-mêmes voté. Monsieur Franck Oké, malheureusement. On reviendra sur cette disposition de la nouvelle constitution. Merci à chacun, merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée. Communiquez sur Soleil FM.